Vous êtes sur Tcheleka, c'est certainement l'un des meilleurs choix que vous avez fait en ce jour. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande tribune, cette tribune que nous avons consacrée ce soir à la Coupe du Monde aujourd'hui, plus que le Maroc, pour tenter de sauver un continent en souffrance dans ses 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. L'Algérie, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, la RDC, le Ghana, tous ont sombré à cette étape de la compétition. Au-delà de l'élimination, il y a aussi les différents scénarios qui aujourd'hui replongent le football africain dans le doute. L'Afrique s'effondre-t-elle après ce fiasco en cascade? Faudrait-il revoir le niveau de compétitivité des équipes africaines lors de ces grands rendez-vous de football? Pour en parler ce soir sur ce plateau, Koché Ngoulou, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci, c'est un plaisir d'être sur le plateau de Tcheleka pour parler d'un sujet aussi important qu'est la Coupe du Monde 2026. Tout en face de vous, Christian Otato, bonsoir. Bonsoir James. Je rappelle que vous êtes tous les deux les consultants sportifs. L'autre indépendant est monsieur Koché Ngoulou pour le compte de Télé Congo. Mais j'aimerais bien savoir pour commencer, est-ce que l'Afrique, qui a réussi aujourd'hui à placer au deuxième tour de cette compétition 9 équipes qui se sont qualifiées en 16e de finale, et aujourd'hui on se retrouve qu'avec une seule équipe qualifiée pour les quarts de finale. Est-ce que le fait de se qualifier à 9 n'a pas été, pour les Africains je dirais, ils se sont pas vus trop beaux? Mais non, il faut pas se voiler la face. On sait tous que l'Afrique fait encore ses premiers pas dans une grande compétition comme le mondial. Depuis autant de participation de l'Afrique, seule quelques nations ont réussi à atteindre l'étape des quarts de finale. Donc nous tous, nous étions conscients que même si on a 10 participants cette année, on savait que d'autres partaient pour apprendre, d'autres partaient juste pour faire de la figuration. Donc on n'est pas trop surpris de ce verdict avec une seule équipe qui sort la tête après le premier et le deuxième tour. Il y a aussi un élément qui compte, on entend souvent des analystes comme vous en parler sur des plateaux de télé. Il y a cette Coupe du Monde qui s'est ouverte à plusieurs nations, 48 en l'occurrence, ce qui garantissait aux Africains cette probabilité de gagner au moins un match dans cette phase de poule. Christian Otato, est-ce que ça n'a pas été un élément qui a peut-être trempé les sélections africaines, s'il faut le dire comme ça? Aller à une compétition juste pour gagner un match, je me dis que c'est un grand déficit mental. La qualification en dépendait, hein. Et quand nous regardons, vraiment, c'est ce côté mental que les pays africains doivent effectivement revoir lorsqu'ils vont à la Coupe du Monde. Parce que pour la plupart, certains, leur objectif, je vais arriver, je fais l'essentiel, je sors des phases de poule. Une fois que je suis sorti déjà des phases de poule, c'est suffisant pour moi. Et cela, ça apporte aussi beaucoup de sérieux problèmes sur le rendement, sur l'aire de jeu. Donc cet aspect mental est un aspect à bien revoir pour nos sélections africaines à l'avenir, parce que même si sur 10 sélections, l'Afrique a inséré 9 en 16e de finale, comment toutes ces 9 sélections ont été qualifiées? Il n'y aurait pas eu, par exemple, ces questions de meilleur troisième aujourd'hui. Beaucoup de sélections africaines n'allaient même pas sentir l'odeur des phases à élimination directe d'une phase finale de Coupe du Monde. Et quand nous regardons quand même l'équipe où on va dire qu'elle s'est qualifiée sans gagner le moindre match, quand même elle, on a senti cette détermination, elle a toujours voulu. Il lui a juste aussi manqué quelque part les ressources techniques qu'il fallait pour aller plus loin, le plus loin possible dans cette compétition. Et surtout, elle a eu la maladresse de tomber sur des gros morceaux. Tu parles du Sénégal en l'occurrence? Non, je parle du Cap-Vert, qui commence déjà sa Coupe du Monde face à l'Espagne sans trembler. Elle s'est bien comportée face à l'Espagne. Elle sort de son groupe sans perdre le moindre match. Face aux champions du monde, quelqu'un qui ne connaissait pas, qui était à son premier jour de la Coupe du Monde, si on lui disait que c'était une équipe africaine qui jouait contre l'Argentine, il aurait dû dire non, c'est faux. Ça, c'est une sélection sud-américaine, une sélection de l'Europe de l'Est que je connais pas peut-être, voire de l'Océanie. Donc, il y a déjà ce que le Cap-Vert a eu à faire pendant cette compétition.
est quelque chose à féliciter, parce que le Maroc, ça devait pas étonner, il allait à cette Coupe du Monde pour défendre son statut du Qatar 2022, et chose qu'il réussit jusque-là. Mais pour plusieurs équipes, le contraire, ce qui leur arrive ne m'étonne pas, surtout déjà vu ce à quoi a ressemblé la Coupe d'Afrique des Nations de l'Afrique du Sud, sortie aussi dès le 8e de finale par le Cameroun. Se faire éliminer par le Canada n'a pas été une surprise pour moi, avoir même la souffrance d'abord que les Sud-Africains ont connue avant de pouvoir arracher cette meilleure 3e place. Ouais. Ben d'accord, Christian est allé très vite, peut-être pas en besogne, mais il a rapidement abordé le sujet. Le Cap-Vert, chapeau, tout le monde reconnaît la haute performance qu'ils ont affichée. Mais Coach Ngoulou, moi, j'aimerais bien savoir, on présente 9 équipes à ces 16e de finale, donc on est en phase d'élimination directe, mais on se retrouve avec que le Maroc. Je le disais d'entrée de jeu, il n'y a que le Maroc qui peut aujourd'hui sauver l'image de l'Afrique. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce manque de compétitivité? Permettez-moi de le dire comme ça. Maintenant, il faut déjà rappeler que au départ de cette compétition, l'Afrique, on comptait sur le Sénégal, on comptait sur la Côte d'Ivoire, en dehors du Maroc qui était déjà hors catégorie, parce que demi-finaliste, comme l'a dit Christian lors du mondial 2022, donc on savait déjà que le Maroc, avec son effectif, avec sa régularité, allait pour jouer les troubles faites, parce que le Maroc a dit en 2022 j'étais déjà en demi-finale, donc et sa mission, c'était soit les demi-finales, réaliser le même score ou dépasser, aller en finale. Mais pour le reste, on comptait beaucoup sur le Sénégal, sur la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que ces deux équipes nous ont présenté comme spectacle? Le Sénégal perd ses 2 premiers matchs et vous voyez un Sadio Mané fatigué, vous avez les Kalidou Basse-Passois, vous arrivez en Côte d'Ivoire, on ne sait pas, il n'y a pas de leader. Mais quand une équipe n'a pas de leader, qu'est-ce que vous pouvez vous imaginer à quoi? La RDC, 52 ans après, ils repartent à la Coupe du Monde. Mais un match nul contre le Portugal, c'est fêté comme si c'était l'anniversaire d'un État. Est-ce que n'est-ce pas là le piège? Parce que ça voudrait dire que ces équipes africaines sont arrivées. Oui. C'est juste pour chercher à avoir le fusil. Il n'y a pas d'ambition. Ouais. Ça se sentait sur le banc. Mais pour un sélectionneur qui arrive, qui a l'ambition, vous savez que ça se joue au coup de pareil. Mais vous faites un match nul, on jubile pas. On jubile pas parce que le plus difficile reste à venir. Oui. C'est ce que Tato vient de dire. Oui. On a joué, s'il n'y avait pas le classement des meilleurs 3e, l'Afrique n'aurait mis que 2, certainement représentants. Parce que le sort des équipes africaines se jouait sur d'autres terrains. Parce qu'ils n'avaient pas leur destin en main. La RDC est battue par la Colombie, qui attendait l'Ouzbékistan. Le Sénégal, c'était l'Irak. Ils ont réussi à enfiler 5 buts, c'est vrai. Mais sinon, quand on regarde l'équipe, la prestation du Sénégal, c'est un Sénégal complètement défiguré. Comparé au Sénégal qui a joué la CAN, où vous savez, il y avait la fluidité, il y avait l'engagement, c'était un tout cohérent. Mais quand on a vu le Sénégal, c'était un Sénégal qu'on ne reconnaissait pas. Malgré les noms, les grands noms, mais sur le terrain, le Sénégal nous a produit une copie très sale. Vous parliez des grands noms. On sait que dans une telle compétition, pour un sélectionneur aussi avisé, il faut aussi miser sur l'expérience. Est-ce que ces cadres de différentes sélections-là n'ont pas apporté cette fraîcheur mentale, comme le disait Christian, n'ont pas apporté leur expérience pour effectivement aider ces sélections-là à passer ce cap? Il y a des sélections dont les cadres ont réussi à maintenir leur statut. Mais on a parlé du Cap-Vert. Vous voyez le gardien de cette équipe, mais il a fait un mondial. Pareil pour la RDC, le jeune gardien qui est arrivé, il a fait méconnu avant la Coupe du Monde, il a fait une belle prestation de cette Coupe du Monde. Mais quand on remarque, par exemple, quand vous prenez le Maroc, aujourd'hui, c'est des jeunes gens qui se démarquent, alors que nous avons des grosses pointures, mais qui n'arrivent pas à briller jusqu'à aujourd'hui. Pareil pour le Sénégal. Sadio Mané était l'homme de lui-même pendant toute cette compétition. En dehors l'Égypte, en dehors de Mohamed Salah, qui a su sortir le grand jeu, mais un peu tard. Mais au début, c'était encore pas ça. Et vous arrivez au Ghana, Ayoub, on comptait sur le capitaine.
Jordan, qu'est-ce qu'il a fait? L'homme de lui-même. Donc ce sont ces exemples, ce sont ces leaders qui doivent emmener, qui doivent donner le facteur confiance à toute la troupe. Malheureusement, quand vous arrivez déjà, Sadio Mané au Sénégal ne donne rien, Ayou ne donne pas au Ghana, vous arrivez un peu partout en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de meneur, il n'y a pas... Il se repose sur les milieux de terrain. Ouais. On parle de l'expérience. Ouais. Les jeunes qui se sont illustrés, ce sont des jeunes qu'on ne connaissait pas avant la compétition. Donc c'est pour vous dire que la crise, parce qu'il faut parfois savoir passer, changer. Ouais. Quand le feuilleton a vieilli, il faut savoir changer, trouver un autre cycle. Ouais. Je prends un grand comme l'Allemagne, vous avez suivi l'Allemagne, qui a enfilé 7 buts à 1 à cette modeste équipe qui est venue faire ses premiers pas, Curaçao, en compétition. Mais l'Allemagne aujourd'hui n'a plus d'âme. Oui. Vous sentez dans l'équipe de l'Allemagne, il n'y a pas un leader. L'Allemagne avait dans ses compartiments, dans toutes les lignes, vous avez des grands joueurs. Mais vous retrouvez l'Allemagne d'aujourd'hui, il n'y a plus. Donc c'est comme actuellement nos équipes africaines. Oui. Donc voilà pourquoi les équipes comme le Cap-Vert qui sont arrivées, les gens croyaient que c'était une surprise, mais le Cap-Vert a montré qu'elle fait partie aujourd'hui des équipes africaines à respecter. Otato l'a dit, elle s'est qualifiée sans être vaincue. 3 matchs nuls. Et contre lesquels? Des grosses pointures du cylindré mondial. Pour tomber enfin face à l'Argentine. Voilà, mais l'Argentine, aujourd'hui, il faut le dire que l'Argentine, depuis cette compétition, est un peu favorisée. Oui. Ben on reviendra sur ce détail-là qui est très important d'ailleurs. Christian, on est en train de parler ici de ce qui a fait à ce que l'Afrique soit dans ce fiasco-là. Pour la plupart des sélectionneurs, ils ont misé sur le facteur expérience. Ça veut dire que repartir avec les mêmes cadres, en forme ou pas, est-ce que n'était-ce pas là leur erreur en fait, d'emmener des cadres alors qu'on voit des équipes comme le Cap-Vert effectivement, comme le Maroc, qui ont misé sur un collectif solide. Parce que au Maroc, il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas un seul nom qui se dégage. C'est un collectif qui travaille autour et puis ça donne ce que ça donne. Est-ce que les sélectionneurs ne se sont pas trompés? Expérience, leader, est-ce que c'est pas trop demandé à cela? Parce que c'est pas mal qu'il ait de l'expérience, mais il faut aussi que sur le terrain, que ses poumons soient en mesure de pouvoir retenir. Parce que si nous regardons combien des équipes africaines, des 10 équipes africaines qui sont allées à cette Coupe du Monde 2026, pendant les éliminatoires, que ce soit de la Coupe d'Afrique des Nations ou de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, jouaient un jeu où ils subissaient la pression adverse. C'était eux qui menaient, qui avaient le monopole du ballon, qui faisaient courir l'adversaire de gauche à droite. Maintenant, quand ils sont face à des adversaires où la pyramide est renversée, le Ghana face à la Colombie va-t-il rester derrière pour attendre que le Ghana monte avec le ballon et jouer qu'au contre-attaque? Non. Alors que le Ghana, excusez-moi, nous sort une prestation pratiquement XXL contre l'Angleterre pour un 0-0 au final. Mais c'est là où est-ce ces joueurs pourront enchaîner toujours, on va jouer tous les 3 matchs à ne faire que subir la pression adverse? Non. Donc quelque part, depuis même pour aussi avoir de bonnes prestations des nations africaines, toutes les nations africaines, les fédérations africaines doivent bien aussi penser à rehausser le niveau du football africain. Parce que plus il y aura, les éliminatoires seront rudes. Il y aura vraiment de la concurrence, de la compétitivité. Une fois à ce niveau, on n'aura plus à subir. Est-ce que la Suède, lors de ces éliminatoires, dans sa zone, l'UEFA, n'a pas eu à subir de pression? Elle a joué contre des équipes qui lui ont fait souffrir. Quand elle vient à la Coupe du Monde, ce n'est rien pour elle. Mais quand tu t'en sors avec, tu prends par exemple une équipe de l'Égypte qui a joué 10 matchs, 8 victoires, 2 nuls, 0 défaite. Ouais. Est-ce que ses adversaires lui faisaient mordre la poussière? Arrivé à la Coupe du Monde, est-ce que c'est le même genre d'adversaire qu'elle a devant elle, où tous les défenseurs, les joueurs de ces équipes adverses doivent courir derrière Salah pour l'empêcher d'avoir de ballon, pour l'empêcher de déborder, de pouvoir faire ses appels en profondeur, ou c'est maintenant même Salah qui est contraint de devenir maintenant un défenseur pour aider son équipe à ne pas trop subir. Et s'il n'a pas cette habitude depuis belle lurette,
comment va-t-il s'en sortir en 2 ou 3 semaines aux habitudes dont il n'était pas, aux pratiques dont il n'avait pas l'habitude. Ça aussi, ça cause vraiment de ce problème. Oui. Donc nous devons en Afrique essayer de revoir que ces éliminatoires, nos éliminatoires deviennent vraiment rudes pour que quand nous serons aux phases finales de Coupe du Monde aussi, même en allant là-bas pour subir la pression, comme des équipes comme le Paraguay qui l'ont montré, qui sont venus pour subir, ils se sont bien tenus tête, ils se sont en sortis. Il faudrait aussi que nos pays d'Afrique puissent le faire parce que les nations sud-américaines, en dehors de l'Argentine, du Brésil et de l'Uruguay, eux aussi ils subissent la pression adverse. Mais comment arrivent-ils à tenir tête et s'en sortir? Non, je veux juste ajouter ce que vient de dire Otato pour revenir aux éliminatoires. 250 matchs disputés pour 648 buts marqués. Les attaques étaient prolifiques pendant ces éliminatoires, comme dit. Et puis on sait comment ça se passe chez nous en Afrique. Il faut dire que parfois, les dés sont pipés d'avance. Oui. Quand les équipes jouent chez elles, généralement ces équipes gagnent facilement. Oui. C'est ça, justement. On triche dès le départ et quand on arrive sur un terrain, on ne peut plus tricher. On ne peut pas avoir cette latitude de gagner toujours à domicile. Oui. Et on se retrouve à jubiler pour des matchs nuls. C'est ça. La Tunisie. La Tunisie qui nous fait 9 matchs, 10 matchs, 9 victoires, 1 nul, 0 défaite. Elle était trop attendue à cette Coupe du Monde. Voilà. Mais quelle est l'équipe qui a d'ailleurs même changé son sélectionneur en pleine compétition? Ouais, donc, 3 défaites en 3 sortes, il faut le dire. Donc, ce sont des choses que nous devons revoir si nous tenons vraiment à ce que l'Afrique puisse améliorer sa physionomie en cette Coupe du Monde et espérer obligatoirement jouer un jour une finale 100% africaine. Le changement dont nous parlons aujourd'hui, Koché Ngoulou, c'est effectivement ça. Renforcer le football au niveau local. Est-ce que ce qui amène à des véritables réformes au sein de la CAF, même au sein de la FIFA, c'est pas évident. Mais il faut déjà revenir sur l'épisode sombre de la finale de la dernière Coupe d'Afrique entre le Sénégal et le Maroc. Oui. Vous avez vu tout au long de cette Coupe d'Afrique comment le Maroc mettait la pression sur les officiers et sur les arbitres. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, on attend encore la décision du TAS pour dire qui du Maroc ou du Sénégal est réellement champion d'Afrique. Ouais, parce que c'est de là qu'est parti. C'est une honte pour la CAF et toute l'Afrique. On n'arrive pas à gérer un continent. Ouais. Et ça se répercute. Moi, je ne suis pas surpris des résultats des Africains à ce mondial. Parce que déjà, le summum de la compétition, la CAN, on arrive en finale, tout le monde a vu ce qu'on a vu. Ouais. Point de besoin de revenir sur cet épisode sombre qui ternit l'image de tout un football, d'un continent. Donc aujourd'hui, les résultats des équipes africaines, moi, ça ne me surprend pas de voir. On doit encore apprendre et puis on doit se dire la vérité parce qu'on doit se regarder les yeux dans les yeux. Si on continue à propulser d'autres, à faciliter d'autres contre pour machin, les résultats sont là. Donc pour moi, je me dis qu'on doit d'abord régler les problèmes en interne avant d'aller tutoyer les grandes nations. Et voilà pourquoi on n'arrive pas à la Coupe du Monde à faire aussi belle impression. Hein? Depuis que nous sommes là, le Cameroun en 90, avec Roger Mila, avec une génération dorée. Il y avait le Ghana avec une génération également dorée qui est arrivé à cette étape en demi-finale, en quart de finale, pratiquement. Il y a le Maroc. Mais sinon, le reste, on est là. De 90 donc jusqu'à aujourd'hui en 2026, on imagine combien d'années ça fait. On rentre sur le terrain, s'il faut le dire comme ça, parce qu'après, c'est tout sauf anodin. Il y a des équipes, en l'occurrence le Sénégal, l'Égypte, je crois le Ghana et d'autres qui se sont fait éliminer pratiquement dans la même configuration, des scénarios assez étonnants. Je venais de le dire d'entrée de jeu. Vous qui êtes analyste, est-ce que vous pensez que sur le terrain, il y a des choses à corriger? Est-ce qu'il y a la malédiction aujourd'hui de la 86e minute, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, la malédiction de la 86e minute? Qu'est-ce qui ne marche pas avec ces équipes africaines? C'est une question de conséquence lorsqu'on subit trop. Parce que vous voyez déjà même des équipes qui commencent... des équipes surtout africaines qui ont présenté cette physionomie, rester derrière, trop défendre. Mais à force de subir, on finit par céder. L'Afrique du Sud, c'est à laquelle minute qu'elle concède l'unique but de la partie contre le Cap-Vert, plutôt le Canada. C'est à la 2e minute du temps additionnel. Ce qui veut dire que le fait d'avoir subi,
elle finit par craquer. Ouais. Il y a quelque part cet excès de confiance, la gestion des fins de partie. Ouais. C'est vraiment un mot dont souffre le football africain depuis belle lurette, à toutes les étapes. Après, j'ai envie de rester avec toi, Christian. Dis-moi, ces joueurs qui évoluent aujourd'hui dans les sélections africaines, ce sont des joueurs qui jouent des grandes compétitions en club avec ces équipes, ces Européens, ces Américains, s'il faut dire comme ça. Mais pourquoi, quand ils sont en sélection, il y a cette façon de voir les choses où il faut mettre le bus, comme on dit, derrière, et puis ne pas développer un jeu? Alors là encore, sont rares les équipes africaines qui arrivent à développer un véritable jeu, à l'exception du Maroc peut-être. Pourquoi est-ce que c'est pas culturel cet esprit d'aller face à la France, face à la Norvège, face à l'Allemagne et mettre le bus? Est-ce que c'est pas culturel? C'est un problème d'abord structurel d'organisation de notre football en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de crier Maroc, Maroc. Ce projet du Maroc n'a pas commencé aujourd'hui. Le Maroc récolte aujourd'hui ce qu'il avait commencé depuis 2010. Donc, ils ont investi sur le long terme. Quand nous parlons de ces joueurs, ah oui, ils jouent à Liverpool, ils jouent à Naples, ils jouent à Barcelone, ils jouent à Manchester, ils jouent au PSG, mais ils ne jouent pas dans ces clubs avec les mêmes partenaires. Oui. Ils n'ont pas les mêmes statuts. Est-ce que quand Hakimi joue au Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain subit la pression de ses adversaires pendant toutes les journées du championnat de Ligue 1, tous ces matchs de Ligue des Champions? Mais et pourtant, quand Hakimi sera avec l'équipe du Maroc, c'est parce que cette équipe fait exception, même dans cette Coupe du Monde, même face aux Pays-Bas, c'est une équipe qui a pu quand même résister à cette pression néerlandaise. Vous voyez que le statut de meneur de jeu, d'équipe qui donne de la pression des joueurs qui ont le monopole du ballon d'Hakimi, il le perd, il est obligé de courir, aller chercher la balle. Ouais. Et déjà, ce genre de choses, quand on sait que, ah oui, c'est là où le fonctionnement des directions techniques nationales a été toujours l'un des arguments que j'ai abordé en Afrique, tant que on ne va pas s'asseoir et prendre vraiment au sérieux les mots qui minent. Oui. Sur le fonctionnement de ce poste, le football africain aura de sérieux problèmes. On ne fera que faire défiler les sélectionneurs à des postes chaque année, après chaque série d'éliminatoires. Il n'y aura rien sur le long terme. Parce que si nous regardons même nos sélections, combien sommes-nous ici en Afrique, où on pourra dire que oui, quand on prend aujourd'hui cette équipe, les joueurs aujourd'hui que vous voyez en équipe A, il y a au moins 4 qui avaient joué ensemble en équipe U17, en équipe U20, en équipe U23. Comment vous pouvez l'expliquer si c'est pas récemment avec la création d'une Coupe du Monde des moins de 17 ans chaque année? Combien de pays ont déjà eu affaire à ce passage de passation, la passation de tranche d'âge des U17 à U19 à U20, puisqu'ils jouent en U17 2 ans, il y a la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Ouais. Combien? Si on prend l'ossature, l'équipe majeure, le 11 type de cette catégorie de U17 qui a été montée, donc les joueurs qui sont constants, qui maintiennent cette forme, qui ont maintenu leur forme, qu'on retrouve en équipe des moins de 19 ans, donc des moins de 20 ans, puisque c'est la CAN des moins de 20 ans, ouais. Donc à 19 ans, si on peut estimer l'âge majeur qu'ils doivent avoir, et dans 2 ans encore les retrouver en équipe des moins de 23 ans. Ouais. Dès que la campagne prend fin, dispersez-vous, débrouillez-vous. Je pense simplement que ça cause de problèmes aux sélectionneurs des équipes A. Ouais. Parce qu'il est obligé tout le temps de chercher de gauche à droite. Or, c'est une équipe nationale, c'est un sport collectif. Ouais. Il faut des complémentarités, il faut de la complicité. Ouais. Mais ce n'est pas en 3 séances d'entraînement avant le match que cela va se créer. Et même Didier Deschamps, si on a eu à l'applaudir, mais quelque part, les gens ignoraient que c'était le travail de l'équipe espoir de France qu'on était en train de féliciter. Parce que dans cette équipe de France championne du monde en 2018, ils étaient combien? Les champions de l'Euro Espoir, ils étaient 8. Ouais. Donc ça montre déjà que ces 8, c'était pas tous des remplaçants qui se sont retrouvés en équipe A.
sont ceux-là qui étaient. Donc, ils ont passé assez de moments, assez de temps ensemble. Ils s'y connaissent, ils savent ça. Donc, ça facilite aussi quelque part la tâche aux sélectionneurs de l'équipe A. Moi, je pense même que la question du rôle, effectivement, du directeur technique national, ça peut faire l'objet de beaucoup de tribunes, hein, mais je crois qu'on va revenir dessus. Koscielny, les Africains, on a écouté les avis de certains dirigeants, parmi lesquels l'entraîneur français de la Belgique, Rudy Garcia, qui dans ses propos, il prétend que l'Afrique c'est trop émotionnel, l'Afrique c'est beaucoup d'euphorie, c'est le poids de l'histoire, ils sont en train de vivre quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu. On mène à 5 minutes de la fin 2-0 contre l'Argentine, le même cas de figure pour peut-être la RDC. Mais est-ce que aujourd'hui, ces gens qui pensent que l'Afrique n'a pas encore la tête pour aller effectivement passer ce cap-là, ils ont raison, comme l'entraîneur Rudy Garcia? Non, moi je dis que Rudy Garcia a totalement tort. On a vu des sélections, on a vu des clubs européens, on a vu une finale de Ligue des Champions où je crois bien que Manchester était mené 3-1 à renverser jusqu'à gagner. On a vu l'Allemagne contre la France à une Coupe d'Europe, l'Allemagne était menée jusqu'à la dernière minute, Lutbarski, et puis ainsi de suite, on l'a renversé. C'est une question très cruciale. Quand il y a un relâchement, vous savez que c'est un danger. Et vous savez que le football de haut niveau, quand vous faites une erreur, ça paye cash. Le Sénégal a payé cash, le Cap-Vert l'a payé cash, l'Égypte l'a payé cash, la RDC contre l'Angleterre également, parce qu'on se dit on est déjà suffisant. On dit que tel qu'on voit, Harry Kane est en train de douter, X est en train de douter, Messi est en train de douter, il vient de rater le penalty. C'est là où les taux se resserrent. On se dit que rien ne peut nous arriver. L'Égypte avait déjà la tête, les deux pieds en quart de finale, pratiquement. Le Sénégal, pareil. Contre la Belgique, puisque la Belgique aujourd'hui c'est un groupe qui est très solide. Le Sénégal se disait déjà, on a déjà fait le plus difficile en enfilant 2 buts, donc rien ne peut nous arriver. Alors que de l'autre côté c'est le mental. Oui. On sait qu'il y aura toujours une faille si on arrive à marquer. Parce que quand vous voyez, quand il y a eu la pause de fraîcheur, quand vous regardez les joueurs se retrouver, le coach est en train de dire des choses. Il dit que les gars, maintenez le cap, même si vous êtes menés, jouez à fond. Mais les équipes africaines, quand vous avez marqué un but, vous mettez un avant et le reste est dans la moitié du terrain. Mais vous allez subir. Et c'est comme la pression, l'eau. Vous mettez une digue, mais vous n'imaginez pas que la pression d'eau qui va arriver, cette digue va céder forcément. C'est pareil pour les défenses africaines. Déjà, les attaquants ne viennent pas en renfort pour supporter les défenses, et on laisse tout le poids au milieu du terrain de la défense, et ça va céder forcément. En face, vous avez Messi, vous avez beaucoup de stars qui sont là, qui connaissent que ça se joue au détail. Mais le résultat est là. Regardez, toutes ces équipes, ce sont les stars qui sont habituées à ce genre de situation. Harry Kane savait pertinemment qu'il devait marquer contre la RDC. Lionel Messi savait personnellement que malgré le penalty raté, qu'il devait marquer ou faire une passe décisive. Ça, c'est logique dans la tête des grands. Quand l'arbitre n'a pas encore sifflé, il y a encore de l'espoir. Moi, j'ai envie de demander, qu'est-ce qui manque à nos joueurs africains à arriver à une telle maturité? Parce que Messi qui le fait, c'est vrai que Messi, il est ce qu'il est. Est-ce que ça manque à un Sadio Mané d'haranguer ses foules à 5 minutes de la fin? C'est pas un mal qui est réservé aux équipes africaines. Simplement, dans ce mondial, ce sont ces équipes africaines qui nous ont servi ce plat. Mais sinon, dans toutes les sélections, dans toutes les clubs, dans toutes les équipes, dans tous les clubs, quand vous avez un temps de relâchement, ça ne pardonne pas. Je vais vous prendre encore pour parler des Diables Rouges du Congo. Nous avons joué contre la RD Congo en 2015, 2-0, et puis vous savez, là, vous connaissez la suite, c'est 4-2. On peut encore dire, lors de la dernière qualification, on l'a arrêté pour aller à la CAN face à la Gambie. Le Congo menait 2-0 et la Gambie a fait son retard, deux buts partout et nous étions éliminés. Donc ça va de pair avec la situation. Et le sélectionneur est là, c'est pour vous dire, les gars, maintenez le cap. Mais si dans l'équipe, il y a juste quelqu'un qui a un moment de relâchement, soit le gardien, soit on a vu parfois des gardiens faire des passes
décisive aux attaquants. Ouais. C'est juste un moment de relation qui peut arriver. Et malheureusement, aujourd'hui, ce sont les équipes africaines qui sont dans cette situation. Qu'est-ce qui ne va pas? On ne peut pas se poser des problèmes. Est-ce qu'il y a eu des problèmes de primes? Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Je crois bien qu'aujourd'hui, on n'a pas entendu beaucoup de bruit autour des problèmes de primes. Est-ce que l'accueil réservé par Donald Trump lors de ce mondial a dû affecter le mental de certains joueurs? Je n'y pense pas. Mais aujourd'hui, on constate simplement que la moindre faille au niveau coûte, vous la payez cash. Et donc, c'est ce qui se passe pour les équipes africaines. Oui. Elles n'ont pas été aussi médiocres là, puisqu'ils ont réussi à marquer. Oui. Mais défendre un but a été toujours difficile. Pour ceux qui ont joué au foot, je vais prendre l'exemple de Nelson Tombo, grand joueur dans le séjour au Kimin, mais quand il est arrivé à Brazzaville, il n'a pas fait une longue carrière. Oui. Simplement parce que l'environnement de Dolisie, là où il jouait, il se disait que ici je suis à un niveau, mais à Brazzaville, il n'a pas retrouvé ses marques. Aujourd'hui, le football, il s'est arrêté. Ouais. Maintenant, pour clore ce premier sujet, moi j'ai envie de demander à vous deux, avec ce que l'on voit, le Maroc c'est la seule équipe qui reste à l'Afrique pour essayer un peu de nous faire oublier ce qu'on a vécu dernièrement. Comment est-ce que vous voyez cette équipe marocaine aujourd'hui? Je rappelle qu'elle fait son quart de finale demain face à la France, ce qui n'est pas rien. Le remake de la coupe, de la demi-finale de la dernière édition de la Coupe du Monde. Christian, comment est-ce que tu vois cette équipe marocaine? A-t-elle des armes aujourd'hui pour aller chercher cette autre demi-finale? Et là, toujours ces armes, parce que si on regarde même cette équipe, nombreux la voyaient déjà éliminée contre le Pays-Bas dès les 16e de finale. Ouais. Elle est menée à la 72e minute. C'est dans le temps additionnel qu'elle arrache les prolongations et elle va se qualifier au tir au but. Cela, ça devait être à une équipe africaine. Non, c'est elle qui menait. On a égalisé et elle est allée perdre. Ouais. Donc déjà, ce qui veut dire que c'est une équipe qui lutte jusqu'à la dernière goutte de son sang. Ouais. Elle va pas se laisser faire. On a vu aussi en quart de finale, en huitième de finale plutôt, ce que cette équipe marocaine a eu à présenter. Ouais. Elle n'a pas cherché à jouer le dé parce que elle a éliminé qui? Le Canada. Le Canada a joué contre qui? Contre l'Afrique du Sud. Est-ce que la pression que le Maroc a eu à faire à cette équipe canadienne était la même que l'Afrique du Sud avait présenté au Canada? Non. Donc c'est là où déjà ce qui est bien pour cette équipe, c'est pas une équipe qui n'est que là à subir la pression. Ouais. Elle vous fait douter. Ouais. Elle fait douter ses adversaires. Ouais. C'est ce qui est aussi très bien de pour cette équipe marocaine qui est l'unique en ce net moment en cette compétition. Parce qu'en dehors d'elle, c'est aussi le Cap-Vert qui a présenté cette physionomie. Tout faire douter l'adversaire au lieu de rester là à l'assister en train de faire son jeu, faire ce qu'il veut. D'accord. Kochengolu, le Maroc. Moi, je pense que le Maroc, jusque-là, n'a pas déçu l'Afrique, pour ne pas dire ne nous a pas déçus. Mais en face, il y a un gros morceau, c'est la France. Vous savez que cette Coupe du Monde, depuis qu'elle a commencé, je crois bien que la France est l'une des sélections les plus séduisantes. Pourquoi? Je le dis parce que déjà dans toutes les lignes, quand vous regardez au lycée, vous regardez Mbappé avec déjà 7 buts au compteur, Mbappé sait que c'est l'année où il peut gagner parce qu'il veut sauver sa saison ratée au Real, son trophée, pas raté individuellement, il est le meilleur buteur, mais pour Mbappé, il dit que nous y sommes et puis la France a quelque chose qui les donne plus de force. La mort de la mère du sélectionneur Didier Deschamps. Ouais, c'est un élément qui compte. C'est un élément qui compte aujourd'hui, qui revitalise le moral. Ils ont dit, pour notre sélectionneur, on va tout faire pour donner cette coupe en l'honneur ou bien en mémoire de sa défunte maman. Ouais. Et quand vous regardez dans tous les compartiments du jeu, la France aujourd'hui, c'est un gros morceau. Aujourd'hui, tous les adversaires veulent éviter la France. Ouais. Parce que vous avez Mbappé de feu, vous avez Barcola, vous avez Dembélé, Dembélé a déjà 4 buts, donc vous voyez que c'est une équipe qui dans tous les compartiments, ils sont vraiment derrière. Vous avez Maignan qui est à l'aise, et je crois bien que c'est une équipe qui va
Ça sera, c'est bien sur le papier que la France est favorite, Oui. mais je crois bien que c'est du 50-50 entre ces deux formations parce que le Maroc également a des atouts à faire valoir Oui. pour cette compétition Ouais. et pour cette rencontre qui donne lieu au dernier carré. Donc je ne vois pas une équipe qui va se dire inférieure. Le Maroc veut également, comme a dit Otato, retrouver son statut. Oui. Il a dit, le Maroc également dit, moi dès le début, ou je suis demi-finaliste, ou je suis en finale. Voilà l'objectif du Maroc fixé. Ouais. La France également nourrit cette ambition. Cette année, c'est notre année, parce que l'année dernière, c'est à l'Argentine, on l'a raté. Cette année, on doit se racheter pour donner une 3e étoile à la France. Donc ça sera un match très difficile. Mais pour les pronostiqueurs, je crois bien que c'est, comme on dit, hein, un yes. Ça veut dire que les deux équipes vont marquer. La suite, on la verra. D'accord. Au-delà du match du Maroc et de la France, il y a aussi d'autres affiches, notamment l'Angleterre qui affrontera la Norvège. L'affiche, elle est alléchante. Il y a 2 grands attaquants de part et d'autre. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ce type de match? Un match fermé, un match ouvert, un match avec des buts, un match pas à la France-Paraguay? Non, il faut dire déjà que la Norvège arrive à cette étape de la compétition, c'est pour la première fois, grâce à son leader, à Lang qui est là, qui joue sa compétition, qui veut rentrer dans l'histoire. Ouais. Déjà, il l'a fait en club, il a déjà prouvé de quoi il était capable. Maintenant, on lui donne l'opportunité de jouer sa Coupe du Monde. Et moi, je pense que cette équipe du Norvège va mettre en difficulté cette équipe de l'Angleterre, sachant que l'Angleterre, il y a des grands noms, mais sur le terrain, quand ils arrivent, la mayonnaise ne prend pas souvent. Pas Et l'Angleterre, vous voyez, quand le Ghana, c'était à demi, quand la RDC, c'était également, c'était pas ça, c'était juste l'expérience et le mental. Mais je pense que les deux adversaires ont le mental. Je vois la Norvège, qui ne va pas rater sa Coupe du Monde. Elle est arrivée à cette étape de la compétition parce qu'elle a mérité amplement. Et à Lang aujourd'hui à 7 buts. Oui. Donc c'est le capital confiance qui revient. Il dit, bon, si déjà je peux tutoyer les grands attaquants pour être Pichichi cette année pendant la Coupe du Monde, je ne vois pas comment la Norvège, qui est déjà arrivée là, qui va s'arrêter en si bon chemin. Vous savez que le goût de chocolat, quand vous avez pris un carreau, vous voulez en avoir 2, ainsi de suite. Donc je crois bien que la Norvège, il va tout faire pour sortir l'Angleterre. Sachant qu'en face, l'Angleterre également, c'est un morceau. Ça fait beaucoup d'années que cette équipe rate cette Coupe du Monde. Vous savez que ça fait une éternité que l'Angleterre n'a plus goûté. 1966. Voilà, n'a plus goûté aux délices de la Coupe du Monde. Et donc, elle également cherche à se racheter, surtout avec cette génération de Harry Kane. Je crois bien que ça devait être son dernier mondial, parce que je vois bien qu'il a déjà la trentaine. Et il pense également emmener ses coéquipiers pour que l'Angleterre puisse peut-être arriver dans le dernier carré. Donc, ça sera un match ouvert. Mais je pense déjà que ça sera, les deux équipes vont marquer. Christian, peut-être pour chuter avant de réussir à verrouiller les acquis individuels des Three Lions ont toujours fait douter cette équipe de l'Angleterre. On a vu comment ils ont souffert contre le Mexique en 8e de finale, 3-2, contre l'équipe comment on appelle, de la RDC, les 2-1, même contre le Ghana en phase de poule. Il suffit d'avoir les armes qu'il faut, bien se comporter défensivement, et déjà l'attitude de cette défensive de cette équipe de Norvège, elle est quand même irréprochable. Donc ce qui tient à dire que les Anglais doivent faire très attention, parce que quand on regarde même ce talent, il joue à un double jeu. Il joue au caméléon vraiment dans cette Coupe du Monde. Il se fait oublier. Pendant un certain temps, vous pensez, vous adversaires, vous commencez le match, vous vous focalisez sur Haaland. Quand vous allez vous rendre compte que les Norvégiens sont en train de nous faire mal, les attaques, les actions dangereuses ne viennent pas d'Haaland, ça ne vient pas d'Haaland. Au moment où vous allez l'oublier, vous le voyez surgir en vous marquant. Donc déjà aussi à ce jeu, la défense anglaise doit bien se préparer, ce qui tient à dire que c'est une équipe qui n'a pas qu'une seule ressource, elle ne compte pas que sur un seul joueur, tout le monde est là, tout le monde peut marquer, peut faire gagner notre équipe. Mais on va peut-être aborder notre dernier sujet en quelques minutes. Il y a aussi ce qui marque dans cette Coupe du Monde, il y a les débats autour de l'arbitrage. Le dernier en date, c'est le match d'hier entre l'Argentine
l'Égypte. J'ai appris en fin d'après-midi que la Fédération égyptienne de football a même déposé plainte contre François Le Texier, l'arbitre français qui a officié à ce match-là. Est-ce que dans l'ensemble de la compétition, vous êtes analyste, vous avez suivi la majeure partie des matchs, est-ce que le niveau d'arbitrage a suivi? Bon, il y a des erreurs impardonnables qu'on a eu à constater, où la question que nous nous posons est de savoir, au final, à quoi sert réellement la VAR. Ouais. Parce que hier, l'arbitre pouvait être pardonné parce qu'il n'est pas un robot, il n'a pas une caméra dans sa tête pour revoir l'action avant de décider. Donc, une fois qu'il prend la décision, c'est fini, il ne peut plus revenir dessus. Mais aujourd'hui, il a tout, il a même un micro, il parle pour que le supporter qui est au gratte-ciel puisse bien entendre la décision qu'il prend. Pourquoi il a pris cette décision? Mais quand on voit certaines erreurs encore se répéter... Oui, les erreurs, ça peut arriver, ça reste humain, c'est une machine, parfois ça fonctionne pas, mais ça dérange quand ces erreurs ne profitent qu'à certaines équipes. Et une erreur, c'est une fois, mais quand c'est 6 fois, 7 fois, pour la même formation, ce n'est plus des erreurs. On se dit que c'est fait à dessein. Et vous connaissez... l'arbitrage, on l'a toujours dit, c'est l'arbitre qui garantit une bonne compétition. Et de ce que nous avons vu, je prends par exemple le match de la France contre le Paraguay. 40 fautes sans carton. Tu vois, ce n'était plus le football, c'était vraiment un sport de combat. D'ailleurs, il y a une grosse polémique autour de cette rencontre-là. Quand on revient sur le scandale d'hier, le match Égypte-Argentine, vous regardez d'abord le 3e but égyptien, il est valable. Pour une faute qui s'est produite, on peut dire une demi-faute, puisque dans le jeu, il y a eu beaucoup de fautes comme ça, similaires qu'on n'a pas sifflé, et le penalty argentin. Tu vois, une faute, une action qui commence sur le coin de corner de l'Égypte et qui va se conclure sur un beau mouvement collectif, ça la marque, et on revient sur cette faute alors que le jeu s'est déroulé, on n'avait pas l'agressivité, il n'y avait pas de méchanceté, c'est dans le jeu. Et un pied, excusez-moi, sur une cheville, mais c'était dans le, c'était dans le train-train du jeu. Et l'action se déroule, ils font 7 passes pour aller marquer, pour battre le gardien, l'arbitre revient pour demander la VAR, et sur le pénalty de l'Argentine, on regarde. On le touche pas, pratiquement. Le joueur argentin perd son duel, il perd son ballon, mais l'arbitre siffle le penalty. Donc c'était un scandale, à mon avis, c'est le plus gros scandale depuis le début de cette Coupe du Monde. Il y a aussi le scandale Balogun, là où un président de la République fait annuler un carton rouge. Ça reste quand même nouveau. Ça c'est maintenant administratif. Je parle sur le plan terrain. Le plan de terrain. Maintenant, ce que vous dites, c'est un gros scandale. Le plus gros scandale a commencé quand les équipes sont arrivées. Les joueurs étaient pris comme des terroristes. Sur le tarmac, ils étaient fouillés. C'est une honte pour l'Afrique. On demande aux gens d'enlever les chaussures, ils passent au scanner, mais c'est une équipe nationale. Une équipe nationale représente tout un pays. C'est comme un ambassadeur qui arrive chez vous. Vous n'allez pas mettre un scanner pour le fouiller. C'est ce qu'ils ont fait. À tout le monde. Et même l'équipe de l'Iran devait s'entraîner dans un autre pays pour venir jouer les matchs. C'est un scandale administratif. Tout ça, c'est parce que la FIFA subit les pesanteurs de la politique, ou simplement que la FIFA est dans le business. Parce que Donald Trump garantit certains intérêts, certainement, au regard de la FIFA, parce que j'ai jamais vu de mémoire de journalistes sportifs voir un tel événement comme ça, où c'est le politique qui dicte la loi au cours du sport, du jamais vu. Et ça s'est passé, personne n'a dit mot. Et je pense que le plus gros scandale en termes administratifs, c'est cette Coupe du Monde. Et voilà pourquoi, Dieu merci, les 3 équipes engagées ont été éliminées. Le Mexique et le Canada, je les implique pas dans cette, dans ce tour, mais c'est les États-Unis. Donald Trump, leur chef d'État, a montré qu'il n'aimait pas du sport, qu'il était businessman. Le sport, ils s'en foutaient pas mal parce qu'il a dit Monsieur le président de la FIFA, vous me retirez le carton à Balogun ou bien je vous rentrez chez vous avec votre Coupe du Monde. Et regardons que
La Coupe du Monde, c'est d'abord une affaire de gros sous. Vous savez que les billets, pour certains matchs, le match de la RDC par exemple, le pourtour, le billet de moins cher était à 582 dollars. Ouais. Donc c'est pour vous dire que tant que le président de la FIFA, Gianni Infantino, a privilégié le business au détriment du code du sport, au des codes établis par la FIFA. Mais c'est une honte, c'est un gros scandale. On n'a jamais vu ça. Je pense que ça pourrait peser sur la prochaine élection du président de la FIFA, parce que ses adversaires vont se saisir de cette question pour dire, mais oui, vous prônez l'intégrité du football, vous prônez les valeurs qu'incarne le football, mais qu'est-ce que vous nous avez montré lors du Mondial 2026? Parce que je crois bien qu'au Tato, les élections, c'est l'année prochaine, 2027, je crois bien pour la réélection du président de la FIFA. Voilà ce que je tiens à dire sur ce scandale au niveau de l'arbitrage. Et... Christian, un dernier mot par rapport à tous ces scandales qu'on a vécu, qu'on continue à vivre, on l'espère plus, hein, le reste de cette compétition aux États-Unis. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu n'espères plus vraiment si c'est toujours aux États-Unis? Parce que depuis avant même le début de cette Coupe du Monde, j'avais déjà dit sur le plan administratif, la FIFA avait tapé à côté. Parce que comment pouvez-vous m'expliquer qu'une Coupe du Monde est co-organisée dans 3 pays, il y a 104 matchs et il n'y a que 16 matchs déjà qui se jouent hors des États-Unis. Donc si on voit bien, il n'y a pas un autre scandale Qatar qu'on a reproché à l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui s'est fait là? Ah non, bon, quand même, pour se voiler la face, qu'on ne dise pas trop, ah oui, nous aussi les États-Unis, malgré avoir décrié les pots de vin, Qatari, nous aussi on en a donné, on va mettre une candidature collective, 104 matchs, même pas la moitié des matchs joués hors des États-Unis. Donc ce qui veut dire que cette Coupe du Monde s'est jouée aux États-Unis. Carrément aux États-Unis. Un arbitre désigné par la FIFA pour cette compétition, il arrive, on lui fait refouler, repart. La FIFA n'arrive pas à s'imposer, à défendre même la cause de cet arbitre. Donc finalement, cet arbitre-là arrive parce qu'il est sous l'autorité de la FIFA. De la FIFA. Il y avait donc, tous ces papiers étaient envoyés. Avec un visa en bonne et due forme. Tous ces papiers étaient envoyés, toutes les références et réservations d'hôtels. Tout était déjà pris en compte, mais comment arriver après des fouilles, il passe de temps au contrôle. Après, non, monsieur, vous n'allez pas... Son pays figurait parmi la liste noire des États. Donc, si c'est ça, pourquoi? Donc, ce qui veut dire que si la Somalie aussi se qualifiait pour cette Coupe du Monde, elle ne devait pas participer à cette compétition alors. Donc, quand on voit déjà cela, la FIFA est allée au-delà de ses limites. Regardez la situation de l'Iran. Pourquoi ne pas, dans ce cas, donc délocaliser ces matchs? Non, on va te laisser, tu vas jouer tes matchs soit au Mexique, soit au Canada. Ah non, tu auras ton camp de base au Mexique. Tu ne viendras que les jours de ton match et tu repars le même jour après ton match. Toutes ces tracasseries de navettes aériennes, est-ce que cela est favorable pour la santé? Non, pas du tout. De ces joueurs. On connaît comment est-ce que le sport de haut niveau, il est très exigeant. Donc vraiment sur ce point, la FIFA est passée trop à côté et ce qui est maintenant criard, ça a été l'annulation du carton. Donc ce qui veut dire, parce que non, c'est une action involontaire, il n'a pas fait de manière volontaire, on l'a annulé. Donc si l'on regarde bien, si le chef de l'État l'autre là, puisque Messi avait aussi commis une telle action, c'était pire que ça en début de compétition. C'était son premier match, c'était aussi involontaire, il n'avait pas écopé d'un carton rouge. Donc le chef de l'État de ce pays ne savait pas qu'il fallait juste qu'il appelle Gianni Infantino et même bien que le match avait pris fin, la FIFA allait prendre une décision donnant un carton rouge. Par des appels partout. J'aimerais soulever également un fait toujours dans ces polémiques, il s'agit du Maroc. On attribue certains propos au ministre marocain des sports qui dit que le Maroc joue pour le Maroc ne joue pas pour l'Afrique. Si vous êtes africain et que vous soutenez le Maroc, c'est votre faute, soutenez vos équipes. Si vos équipes sont éliminées,
rentrez chez vous, ne supportez pas le Maroc. Et on se rappelle encore des propos de ce même Maroc pendant la Coupe du Monde 2022. Ils ont dit qu'ils étaient pour le monde arabe, ils n'étaient pas africains. Je me demande, le Maroc est sur quel continent? Et on a vu sur les réseaux sociaux comment les supporters marocains sont en train d'user de la xénophobie, pour ne pas dire du racisme envers leur prof de français. Vous vous rappelez, Issa, qui est né en France, on dit qu'il n'est pas marocain, mais malheureusement, l'ironie du sort, c'est Issa qui les a délivrés, qui les qualifie. Donc ce sont des propos assez discourtois pour le football qu'on devrait condamner. Et si réellement les propos là sont attribués au ministre des Sports marocains, je dis que c'est vraiment un scandale. On sait... Peut-être l'année prochaine, déjà cette année, le Maroc va organiser une compétition. Je crois bien que la CAN féminine, ou bien la CAN des catégories inférieures. Mais si nous, Congolais et autres, nous pensions boycotter cette compétition, sachant que le Maroc n'est pas en Afrique, que le Maroc, je ne sais pas, ils sont dans quel continent. Il faudrait qu'ils nous le disent. Qu'ils nous disent. Il faudrait qu'ils nous le disent. Donc voilà ce fait que je voulais soulever, parce que pour que les gens comprennent que le football unit d'abord, c'est d'abord pour unir, c'est pour... mettre des barrières sur le racisme, la xénophobie, ainsi de suite. Voilà pourquoi on interdit toujours aux acteurs de football, joueurs ou acteurs, d'amener des messages politiques lors des compétitions. Mais si on voit des responsables du niveau d'un ministre qui pensent que le Maroc, ou nous, les autres Africains, parce que nos équipes ont été éliminées, nous n'avions pas le droit ou le devoir de supporter le Maroc, parce que le Maroc, on n'est pas sur le continent. Moi, je me demande dans quelle zone ils ont fait leur éliminatoire. Merci à vous, cher ami, d'avoir accepté positivement à cette invitation. Cette émission est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir suivi avec autant d'attention. Nous vous disons au revoir, prenez soin de vous et à très bientôt.